Je m'appelle Laurent Vallotton et je suis ornithologue ici au Muséum. Donc nous sommes en direct de l'exposition Trésor au Muséum d'Histoire naturelle de Genève. C'est une exposition qui commémore le bicentenaire de l'institution. Et pour cette exposition, nous avons exposé 200 objets remarquables de la collection du muséum. Alors, le muséum possède environ 15 millions de spécimens. Il y a plein d'objets remarquables qui sont déjà exposés dans les collections, dans les galeries publiques que vous connaissez. Ici, dans les 15 millions, on a pu en trouver d'autres objets exceptionnels dont la plupart n'ont jamais été exposés. Étant ornithologue, je vais vous parler aujourd'hui des oiseaux qui sont exposés dans cette exposition Trésor. Il s'agit de 7 objets que j'ai choisis parmi à peu près la dizaine d'oiseaux qui sont dans cette exposition. Un petit mot peut-être d'abord sur la collection d'oiseaux. On a dit qu'il y avait 15 millions au muséum de spécimens. Les oiseaux, c'est quand même un peu moins. Il y a à peu près 46 000 lots d'oiseaux dans notre muséum. Mais parmi les lots figurent des œufs. Et dans un lot d'œufs, il peut y avoir 10 œufs, par exemple. Et si on compte tous les objets, c'est-à-dire si on compte également chaque œuf séparément, on a à peu près 90 000 spécimens liés aux oiseaux dans la collection du musée. Alors, le premier objet que j'aimerais vous présenter, il s'agit d'un squelette de colibri que vous découvrez en photo à côté de moi, j'espère. Et en fait, peut-être quelque chose qui va vous frapper sur cette image, c'est cette gros machin pâle, un petit peu, qui pend sous le ventre de notre pauvre colibri. Et il n'est pas malade, ce colibri. C'est un colibri dont le nom, son nom, c'est l'émeraude or vert. C'est un colibri vert, comme son nom l'indique, et qui a des reflets dorés. Et en fait, cette grosse carène qui se trouve sous son ventre est en fait le bréchet, que tout le monde connaît, tout le monde a mangé du poulet, vous avez déjà vu le bréchet, et qui est absolument typique de tous les oiseaux qui volent. Les oiseaux qui ne volent pas, comme par exemple les autruches, les casoars, les émeus, ont un bréchet tout plat. Et donc, vous voyez la taille absolument énorme du bréchet chez ce colibri. Vous savez que les colibris battent des ailes extrêmement rapidement, jusqu'à 80 fois par seconde chez certaines espèces. Donc, c'est vraiment, ils ont des muscles pectoraux extrêmement développés. Et cette carène, ce bréchet, sert de fixation en fait aux muscles pectoraux qui servent au colibri à battre des ailes extrêmement rapidement. Donc, vous voyez qu'il a un relativement long bec. Celui-ci, cette espèce-ci, est un colibri vraiment petit, pèse entre 2 et 3 grammes. Et il se nourrit, comme la plupart des colibris, donc de nectar de fleurs. D'ailleurs, le nom latin, vous savez peut-être que les scientifiques aiment donner des noms latins à toutes les espèces pour les différencier de manière certaine. Et en fait, celui-ci répond au doux nom de Chlorostilbon melisugus. Vous voyez, c'est joli comme nom. Chlorostilbon, si vous décomposez, chloros, ça veut dire vert. Stilbon, ça veut dire qui brille. Chlorostilbon, le vert qui brille. Melisugus, méli c'est le miela, c'est le miel. Sugus, ça veut dire sucer, qui suce le miela. Donc vous avez donc un colibri vert qui suce les fleurs. Ça correspond assez bien à la description qu'on peut faire de cet oiseau. Les colibris, dernière chose sur les colibris, on ne les trouve qu'en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Celui-ci vient d'Amérique du Sud. On n'en trouve pas chez nous, même des égarés. On n'a jamais trouvé de colibris, même si chaque année les gens nous signalent des colibris dans leur jardin. Il s'agit en fait de petits papillons qui se comportent comme des colibris, qui ont une longue trompe et qui butinent les fleurs. Et je vous dis, chaque année au muséum, on a des téléphones des gens qui nous jurent qu'ils ont vu un colibri dans leur jardin. Il s'agit en général de ce petit sphinx en fait, qui sort le jour, c'est un papillon de nuit qui sort le jour et qui butine souvent les pélargoniums sur les balcons. Donc, ce petit colibri, vous avez vu, il est vert, évidemment, la couleur ne se voit pas sur un squelette. Malheureusement, ici, on ne se rend pas compte non plus de la taille, il mesure à peu près 9 cm de long. C'est important, je vous présenterai un deuxième colibri tout à l'heure. Pensez bien à la taille de 9 cm, parce que les colibris, la plupart sont petits, comme vous le savez, mais il y en a qui sont quand même plus gros. Le second objet dont j'aimerais vous parler, il s'agit des œufs de la collection Haller. Vous allez voir une boîte. Donc la collection Haller, elle a une histoire absolument extraordinaire. Werner Haller est un citoyen suisse qui est décédé en 1980. Et il a légué sa collection, enfin il a vendu sa collection au muséum.
Et un jour, on a reçu un téléphone de sa veuve, en fait, qui nous dit, voilà, j'ai une collection d'œufs avant. On n'avait aucune idée de la l'ampleur de cette collection. Et ça nous arrive régulièrement d'avoir des gens qui nous proposent des collections. S'agissant d'œufs, c'est souvent 3 œufs cassés dans une boîte. Et puis voilà, c'était à mon grand-père. Bon, alors on les prend gentiment et puis on fait ce qu'on peut avec ce genre de choses. Et là, on demande à la bonne dame combien elle a d'œufs. Et elle nous dit, bah, c'est 30 000 œufs. Il faut savoir que 30 000 œufs, bon, bah, c'est gigantesque, c'est la taille de la collection du Muséum de Genève, qui était réputé avoir la plus grande collection de Suisse. Donc il y avait quelqu'un qui avait chez lui une collection aussi grande que le Muséum d'histoire naturelle de Genève, chez lui. Je suis allé la visiter, et puis bon, finalement, il a fallu trouver l'argent, mais on a acquis cette collection de 30 000 œufs, donc d'un coup, on a doublé notre collection d'œufs, qui est passée donc des 30 000 à 60 000. Donc la collection a l'air absolument extraordinaire. Elle est gardée dans des boîtes de type entomologique, c'est des boîtes carrées avec du verre dessus. Donc, qui évite vous savez que les œufs, c'est évidemment fragile. Les œufs, ils ont plusieurs problèmes, sont rarement exposés dans les musées, c'est parce qu'ils sont déjà fragiles et surtout, on ne peut pas mettre la boîte verticalement, par exemple, pour les montrer parce qu'évidemment, les œufs roulent, donc il faut les coller, etc. C'est compliqué. Donc, la collection Allaire comprend plus de 1000 espèces d'oiseaux du monde entier. Chaque ponte, chaque œuf est numéroté, c'est-à-dire on pourrait mélanger tous les œufs, on pourrait les remettre après ensemble, est numéroté à l'encre de Chine. Et puis évidemment, tous les œufs sont vidés. Donc je vous ai amené ici un œuf. Il ne vient pas de la collection Allaire, mais ce n'est pas grave. Il faut savoir que chaque œuf, si vous voulez garder un œuf dans une collection, vous devez le vider au préalable. Et donc ici, vous voyez à quoi ressemble un œuf de buse. Ici, c'est un œuf de buse, donc un rapace bien connu de chez nous. Et vous voyez un trou au milieu fait avec une espèce de mèche ou une fraise. Et donc le collectionneur d'œufs, sachez qu'aujourd'hui la collection d'œufs est interdite, hein, mais le collectionneur d'œufs, à l'époque, euh, prenait une seringue avec de l'eau, remplissait l'œuf avec de l'eau pour faire sortir le blanc et le jaune. Donc c'est un énorme travail euh, de constituer des collections d'œufs pour les vider sans les casser, parce que je ne vous explique pas, injecter de l'eau dans un œuf, un gros œuf comme ça va, mais quand vous avez des œufs, un œuf de colibri, vous devez faire la même chose. Un œuf de colibri, c'est à la taille d'un tic-tac. C'est absolument minuscule, donc ça mesure 1 cm de long, donc c'est très petit. Oui, on me signale une question. Oui, alors justement, concernant les colibris, une question de Daniel. Combien d'espèces de colibris y a-t-il dans le monde? Alors, les colibris font partie d'une famille qui s'appelle les Trochilidés, et c'est une des plus grandes familles d'oiseaux du monde. Pas la plus grande, mais une des plus grandes. Elle a environ 350 espèces. Donc, il y a 350, 349 espèces de colibris dans le monde. Et dans le genre Chlorostilbon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 17 espèces. Il y a 17 espèces. Il y a Melissugus, dont on a vu le squelette, mais il y en a d'autres. Voilà pour les œufs de la collection Allaire. Pour la petite histoire, Allaire, quand il a commencé sa collection étant enfant, son père n'aimait pas trop l'idée que son fils devint naturaliste. Il aurait préféré son père qui reprenne le domaine. Son père était agriculteur. Et il voyait d'un très mauvais œil ce fils qui s'occupait de géologie, d'animaux, d'œufs, etc. Il avait caché sa collection d'œufs sous son lit. Et il ne savait pas que les œufs, il fallait les vider, parce qu'un œuf, ça pourrit. Ça finit par exploser, parfois même à cause des gaz. Et ça commençait à sentir mauvais dans sa chambre. Sa sœur l'a dénoncé. Le père, ça c'est la veuve de Werner Allaire qui m'a raconté, le père a récupéré cette collection d'œufs de la chambre, sous le lit. Il l'a posée sur le tas de fumier. Elle a écrasé à coups de pelle en expliquant à son fils qu'il ne fallait pas recommencer, etc. Alors, manifestement, cette éducation à la dure n'a pas eu les effets escomptés, puisque Werner Allaire a fini par avoir une des collections les plus importantes du monde. Voilà pour les œufs de la collection Allaire. Alors, les objets suivants dont je voulais vous parler. Ah oui, peut-être signaler que dans la collection Allaire, il y a 2 espèces disparues. Il y a un œuf de pigeon migrateur et un œuf d'océanite de Guadeloupe, qui est une espèce d'oiseau de mer qui a disparu aujourd'hui. Donc, en parlant d'espèces disparues, ça nous amène à l'objet suivant, qui est le haras de Spix. Alors, le haras de Spix, je pense que tout le monde le connaît, et sans le savoir, puisqu'il s'agit du fameux Blue qui se trouve dans le dessin animé Rio, que je pense que beaucoup de gens ont vu. Blue, le héros enfin les 2 héros parce qu'il y a la femelle aussi, j'ai oublié son nom, dans le film Rio, sont des haras de Spix. Donc, en fait, le dessin animé se base sur la destinée réelle de ce haras. Alors ici, le haras que vous avez là,
Ce haras de Spix est un haras récolté dans l'état de Bahia. Alors, en quelle année? Donc, c'était exactement, je reprends mes notes parce que il a été acquis en 1892, mais on ne sait pas quand il a été récolté. Il a été acquis par le muséum en 1892. Il faut savoir que cette espèce, elle avait disparu pendant plus de 50 ans quand on l'a redécouverte en 1985. Et là, les gens se sont enthousiasmés pour cette redécouverte, mais il y avait 5 individus, donc c'était vraiment la fin des haricots, quoi. Et finalement, il ne restait plus qu'un seul mâle dans les années 90. Et on a tout fait pour essayer de sauver ce mâle qui s'était apparié avec une femelle d'un haras d'une autre espèce, un haras vert d'ailleurs, une autre espèce relativement rare qui s'appelle le haras de Viliguer. Et les deux avaient l'air fous amoureux et se sont même reproduits ensemble. C'est-à-dire que le haras de Spix et le haras de Viliguer se sont hybridés, ils ont produit des œufs qui n'ont jamais éclos. Et des études génétiques ont montré que dans l'œuf, il y avait bien un hybride de haras de Spix et de haras de Viliguer. Cette espèce, ce dernier mâle est mort en, je ne veux pas vous dire de bêtises, il est mort en 2000. Il a disparu probablement chassé par des braconniers. En 2000, l'espèce a disparu dans la nature. Heureusement, des gens en possédaient en cage et il existe à peu près aujourd'hui, je pense, entre 100 et 200 haras de Spix chez les particuliers. Et il y a un grand projet, notamment en lien avec un musée belge, avec un zoo belge, de réintroduire le haras de Spix dans le nord-est brésilien. Donc en fait, dans le dessin animé, vous avez une femelle sauvage qui est rejointe par un mâle qui est trouvé chez un particulier. Puis ce qui est drôle, c'est que le mâle, qui n'a jamais vécu à l'état sauvage, il ne comprend rien et il est plus ou moins inadapté. Dans la réalité, il restait un mâle dans la nature et on lui a relâché une femelle, vu qu'on savait que c'était un mâle, on lui a relâché une femelle pour voir ce qui se passait. Et je vous dis, il était amoureux de autres haras verts et puis ça ne s'est rien passé. Et puis finalement, tout le monde a disparu, exterminé par les chasseurs locaux. Donc, mais ce grand projet de réintroduction du haras de Spix a débuté en 2018 et il va bon train et on a de bonnes chances de peut-être revoir d'ici les prochaines années de nouveau des haras de Spix issus d'individus de captivité en liberté dans le nord-est brésilien. Il est inféodé à un arbre très très joli avec des grosses fleurs jaunes. Et c'est aussi la disparition de ces arbres qui a fait que ces haras ont disparu en plus de la chasse. Et beaucoup de ces haras sont conservés comme animaux de compagnie en Amérique du Sud. Le suivant dont je vais vous parler, il s'agit d'une bergeronnette des ruisseaux. Alors c'est un oiseau relativement commun qui, comme son nom l'indique, niche au bord des ruisseaux un peu partout en Suisse. En hiver, elle vient volontiers au bord du lac et notamment sur les toits des maisons. On l'entend sans arrêt, quand on connaît son cri, se balader sur les toits de gravier en plein Genève. Et cette bergeronnette des ruisseaux, sa petite anecdote à elle, c'est qu'elle nous a été apportée en 1933 par l'ornithologue qui avait alors 16 ans, l'ornithologue Paul Giroudet, qui avait juste 16 ans à l'époque. Il a amené cet oiseau mort et il a été taxidermisé, empaillé et puis on l'a toujours, vous l'avez sous les yeux. Donc Paul Giroudet, qui c'est, donc c'est un des grands ornithologues de langue française, il est genevois, donc il est mort en 2006 et il a été un immense protecteur de la nature. Il est bien connu pour sa prose excellente. Il a écrit énormément d'ouvrages. Il a commencé dans les années 40 avec des ouvrages La vie des oiseaux. Donc il a vraiment écrit sur tous les oiseaux d'Europe. Donc une production immense, beaucoup d'activités pour la protection des espèces. On lui doit notamment les recensements des oiseaux hivernants qu'on effectue encore aujourd'hui sur tous les cours d'eau d'Europe. On lui doit aussi la réintroduction, enfin il a beaucoup participé à la réintroduction du gypaète barbu dans les Alpes. Donc cette bergeronnette des ruisseaux qui a été récoltée en décembre 1933 était un hivernon probablement à Genève qui nous a été amené par Paul Giroudet. Paul Giroudet a été pendant 55 ans le rédacteur en chef de la revue Nos Oiseaux. Je vous en montre un exemplaire ici. La revue Nos Oiseaux, c'est la seule revue d'ornithologie scientifique de langue française, en Suisse romande, de langue française en Suisse romande. Et donc, elle existe toujours. Paul Giroudet en a été le rédacteur pendant 55 ans. Mais aujourd'hui, donc, si vous avez des études ornithologiques à publier, particulièrement en Suisse, ça se publie dans Nos Oiseaux. Je profite également de vous présenter cet ouvrage. En fait, les objets
qui sont dans l'exposition dans laquelle nous nous trouvons maintenant, l'exposition Trésor. Une bonne partie figure dans cet ouvrage qui s'appelle Muséum d'histoire naturelle, Muséum Genève, 200 ans d'histoire naturelle. C'est l'ouvrage anniversaire qui a été publié à l'occasion du bicentenaire du muséum. Et donc, il est très richement illustré. Et tous les objets, tous les animaux dont je vous ai parlé aujourd'hui et dont je vais encore vous parler, figurent à l'intérieur de ce livre, qui comprend également un historique de l'institution très détaillé. Et vous saurez tout sur le muséum en lisant ce livre qui est en vente évidemment à la boutique du muséum au rez-de-chaussée. L'objet suivant, c'est de nouveau un colibri. Alors, ce colibri-là s'appelle le colibri porte-épée. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi quand vous verrez. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une peau, c'est-à-dire un oiseau dans une collection, soit que vous l'empaillez pour qu'il ait l'air vivant et naturel, vous lui mettez des yeux en vert, vous le mettez dans une position où il a l'air vivant. Dans une collection, ça prend trop de place. Donc, si vous voulez garder près de 90 000 oiseaux qu'on a dans notre collection, vous devez les empailler en guillemets autrement. Et généralement, ils sont au garde à vous, souvent sur un petit bâton pour qu'on puisse les prendre sans les toucher directement. Et là, vous avez typiquement une peau. Alors, ce colibri-là est beaucoup plus gros que le colibri de tout à l'heure, que le Chlorostylbon melisicus, l'émeraude or vert. Celui-ci s'appelle le colibri porte-épée, dont le bec mesure à lui seul 9 cm. Donc, le bec est aussi long que le colibri de tout à l'heure. D'accord? Et ce bec correspond à peu près exactement à la longueur du corps de l'oiseau. Donc, il a un bec aussi long que son corps. Donc, c'est vraiment l'oiseau qui a le plus long bec par rapport à son corps. Celui-ci a un bec de 9 cm pour une longueur totale de 20 cm. Donc, un tout petit peu moins que la longueur. Le record, c'est 11 cm. Donc, c'est un colibri qui pèse 15 à 20 grammes, nettement plus gros que le. Ils ne sont pas tous minuscules, hein, les colibris. Donc, le colibri porte-épée, il a cet immense bec pour aller chercher du nectar au fond de fleurs qui ont une très longue corolle. Et donc, c'est des fleurs qu'on trouve dans les Andes. Donc, le colibri porte-épée, comme d'ailleurs beaucoup d'autres espèces de colibris, vit dans les Andes entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Hein. Donc, ça ne tombe pas forcément à trouver des colibris quand on se balade à des altitudes pareilles. Entre le Venezuela et le Pérou, donc vraiment en haute montagne. Donc lui, il va chercher le nectar, mais il peut aussi à l'occasion se nourrir d'insectes. Les colibris attrapent des insectes. Vous savez que les colibris sont proches des martinets d'un point de vue de la généalogie, de la phylogénie. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils attrapent aussi des insectes. Et ça s'est découvert, ça s'est su que parce que des gens se sont amusés à filmer des colibris au ralenti, au grand ralenti. Et ça se passe tellement vite qu'on n'avait jamais remarqué, mais tous les colibris attrapent des insectes. Il y a une question? Oui, une question de Daniel. Le colibri peut faire du surplace et même reculer. Est-ce qu'il existe d'autres oiseaux qui peuvent le faire? Alors, non, c'est le seul oiseau du monde. Alors, du surplace, oui. Reculer, non. C'est le seul oiseau du monde. Alors, il a comment dire, une aile, une conformation de l'aile et de l'épaule tout à fait particulière qui lui permet de faire ça. C'est le seul oiseau du monde qui peut voler à reculons. Alors, évidemment que l'adaptation est là extrême, un bec aussi long que son corps, c'est quand même extrême pour aller chercher du nectar au fond d'une fleur. Il faut savoir qu'il y a des oiseaux qui, eux, mangent le même nectar, mais qui ne s'embarrassent pas d'avoir un long bec. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un bec crochu, ils font un trou à la base de la fleur, et ils vont directement chercher le nectar, parce que ces fleurs sont quand même relativement molles. Vous imaginez un peu comme une tulipe ou quoi, c'est pas facile, pas difficile à ouvrir. Donc, vous voyez, l'évolution n'est pas toujours extrêmement logique, on va dire. Oui, encore une question? Oui, une question de Cédric. Quelle est la fréquence de battement des ailes des colibris? Alors, ça va dépendre de la taille de l'espèce. Les plus petits et les plus rapides atteignent 8 ans de battements par seconde. Donc ça, c'est la fréquence pour, je pense, une des fréquences les plus rapides enregistrées chez certaines espèces de colibris. Le plus petit oiseau du monde est un colibri. C'est le colibri d'Hélène qui vit à Cuba et qui est un colibri qui pèse moins de 2 grammes. Alors, l'objet suivant, après le colibri porte-épée, c'est un autre perroquet qui s'appelle l'Amazone vineuse. Donc, c'est ce spécimen qui n'est pas en super état, mais ce n'est pas très grave. Il est intéressant pourquoi? Il est déjà le reflet des nombreuses missions que le Muséum d'histoire naturelle a effectuées au Paraguay. Ce spécimen provient du Paraguay. Il y a eu 11 missions du muséum au Paraguay, des missions pluridisciplinaires. Vous aviez des ornithologues, des herpétologues,
des ichtyologues, des entomologistes, même des taxidermistes, des spécialistes d'invertébrés, etc. Donc il y avait vraiment la grosse équipe qui était là et puis qui faisait des récoltes au Paraguay, qui était un pays complètement méconnu. Et il se trouve que ce perroquet-là, qui est en danger, c'est une espèce gravement menacée, il resterait quelques milliers d'individus sur Terre, 2 à 3 000, même pas, a été récolté à un endroit qui aujourd'hui a été inondé par le barrage d'Itaïpou. Alors le barrage d'Itaïpou est un immense barrage, un des plus grands du monde, qui a été érigé, enfin, fini de construire en 1982. Et ce barrage a recouvert 1500 km². Il faut savoir que c'est 5 fois le canton de Genève, 1500 km². Et il y a des trésors qui ont été évidemment enfouis là-dessous, des villages entiers, et évidemment des biotopes où des espèces rares vivaient, notamment aussi les plus grandes chutes du monde ont été ensevelies, englouties dans le barrage d'Itaïpou. Et celui-ci, si on regarde, on connaît le lieu de récolte exact, provient d'un endroit qui aujourd'hui est sous 20 mètres d'eau. Donc, le, 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 les impacts, on va dire, des humains sur l'environnement et sur les espèces est généralement, globalement énorme. Et comparativement à l'impact d'un spécimen récolté par quelqu'un d'un musée, on voit bien que le barrage d'Itaïpou, c'est quand même autre chose. C'est jamais ou extrêmement rarement les gens dans les musées en faisant des récoltes ciblées, surtout aujourd'hui, qui mettent en danger la faune. Et grâce à ce spécimen, on a la preuve irréfutable que cette espèce, aujourd'hui menacée et qui un jour disparaîtra peut-être, vivait à un endroit dont on peut déjà dire aujourd'hui qu'il a disparu. Et donc, c'est des preuves qui sont importantes quand on veut faire l'histoire de l'évolution des espèces, leur fluctuation et de comment elles ont survécu ou pas à l'arrivée des humains. Alors, le spécimen suivant, donc il a été récolté celui-là en 1979, donc 3 ans avant que le barrage soit construit. Le suivant est alors il n'est pas très joli, hein, c'est un autre perroquet. Alors pourquoi? C'est une perruche de Tahiti. C'est une perruche aujourd'hui disparue. Il est là dans une boîte en plastique. Qu'est-ce qu'il a de particulier cette perruche, à part que, comme toutes les espèces disparues qu'on détient dans les musées, elle a une immense valeur, puisque souvent les espèces disparues sont extrêmement rares dans les collections. Celle-ci n'existe cette espèce n'est connue que de 6 exemplaires dans le monde. On ne connaît que 6 spécimens de perruche de Tahiti dans le monde. Ok, une question? Oui, une question pour le perroquet du Paraguay. Est-ce une espèce que l'on trouve en captivité? C'est une bonne question. Probablement, mais on trouve tout en captivité. Après, le Mhm. problème de la captivité, et particulièrement avec les perroquets, c'est qu'on l'a vu avec notre haras de Spix et notre haras de Iliger, ils s'hybrident. Donc en captivité, vous avez des gros risques de ne plus avoir la vraie espèce, vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais je ne peux pas répondre avec certitude à cette question. Je dirais que c'est hautement probable qu'il en existe en captivité et que le jour où elle disparaît, ben, on pourrait éventuellement faire quelque chose, mais je ne peux pas jurer. Mais en gros, c'est vrai que la plupart des colibris sont conservés par des privés dans des collections. Donc il y a gros à parier qu'il existe euh, des Amazones vineuses en collection chez des privés. De Tahiti, on est dans les temps, oui, la perruche de Tahiti. Alors ça, c'est un spécimen très 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 ancien, puisqu'il a été récolté très certainement en 1773, ce qui est très très vieux, même pour notre institution, dont les collections, pour l'essentiel, sont relativement anciennes. Récolté par James Cook, l'immense navigateur James Cook, qui, vous le savez peut-être, a effectué 3 tours du monde euh, de 3 ans chacun. Et lors de son deuxième voyage, alors qu'il a fait entre 1772 et 1775, donc là je dis celui-ci était récolté en 1773, lors de ces 3 voyages, il s'est arrêté à Tahiti. J'ai bien mis ce point-là, mais voilà, la première fois, il y est allé pour mesurer le passage de Vénus devant le Soleil, pour faire des mesures astronomiques. En réalité, il allait pour essayer de découvrir le grand secret dont on ne savait pas si c'était vrai, découvrir les terres australes, c'est-à-dire découvrir l'Antarctique. Pour eux, il y avait un continent par là, peut-être. C'est hallucinant de voir que Cook, en allant 3 fois autour du monde, a frôlé l'Antarctique, il ne l'a jamais vu.
Il l'a jamais, il a toujours dit, bah voilà, c'est raté, etc. Alors quand on regarde, on connaît ses trajets. Il est passé à côté de l'Antarctique, mais il l'a jamais vraiment vu. Donc cette perruche de Tahiti, il l'a récoltée, ou des membres de son équipage l'ont récoltée en 1573 à Tahiti. Le dernier spécimen connu de cette perruche a été récolté en 1844 par un autre explorateur et se trouve actuellement au Muséum de Paris. Donc vous avez là un spécimen d'une espèce aujourd'hui disparue, donc il n'existe que 6 spécimens au monde et qui a été récolté par un des personnages les plus célèbres de l'histoire de l'exploration sur Terre, donc James Cook. Ouais, on pourrait continuer encore des heures, je vais m'arrêter là. Je réponds volontiers encore à des questions s'il y en a. Je vous invite à venir visiter cette exposition Trésor au muséum. L'accès est gratuit. Il y a 2 autres expositions en ce moment au muséum. Une exposition de l'artiste maori Georges Nuku, Bouteille à la mer, Te Ao Maori. Et puis une autre exposition de photographie, BirdLife Photographer of the Year, les 100 plus belles photographies animalières de l'année 2019. Il y a encore une question? Oui, une question de Cédric. Est-ce qu'on a des dons d'oiseaux de la part de Charles Darwin au Muséum de Genève? D'oiseaux, non. On n'a aucun spécimen de Darwin. Tous les spécimens de Darwin se trouvent à Londres. Donc, enfin, une grande partie, je dois peut-être en avoir quelques-uns ailleurs. On n'en a pas ici. Voilà, si c'est la dernière question, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous avec un de mes collègues la semaine prochaine, mercredi 14h. Au revoir.